la fille de Jack Lang est aussi sur le testament de Jeffrey Epstein, qui lui lègue 5 millions d'euros, testament écrit 2 jours avant sa mort. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, voilà plusieurs jours que près de 3 millions de fichiers sur le dossier Epstein ont été dévoilés par la justice américaine. Il y a un volet qui est largement commenté, c'est celui des Français qui ont été en contact avec le milliardaire pédophile. Epstein possédait un appartement avenue Foch à Paris qui a vraisemblablement joué un rôle central. Alors oui, la filiale française, ou en tout cas le volet français de l'affaire Epstein, ce qui est intéressant, c'est que c'est un volet qui n'a pas été très exploré. D'ailleurs, il n'y a pas eu de véritable enquête dans le cadre de l'affaire Epstein des États-Unis sur cette filière française. Pourtant, 2 personnes extrêmement liées à la France dans le dossier Epstein ont été condamnées. Il s'agit arrêté et jugé. Il s'agit de Ghislaine Maxwell, qui purge actuellement une peine de prison, dont la mère est française. Et il s'agit également de Jean-Luc Brunel, qui a terminé ses jours en prison, qui se serait suicidé à la santé, accusé de diverses agressions sexuelles sur des mineurs, etc. Et de proxénétisme. Collaboration, certaines fois avec Epstein. Donc il est cité dans le cas de 2 femmes ont reconnu Jean-Luc Brunel dans des tractations et dans des soirées organisées par Epstein aux États-Unis. Mais en dehors de ça, finalement, en dehors de ces 3 personnes, Epstein lui-même, Ghislaine Maxwell et Jean-Luc Brunel, personne d'autre n'a été arrêté ni révélé, alors que ce dont on se rend compte en lisant, pas tous ces fichiers, parce qu'il y en a 3 millions, mais en tout cas une bonne partie, c'est que Epstein avait un réseau incroyable, réseau fondé sur l'entraide, sur comme disent les Américains, you scratch my back, I scratch yours, tu me grattes le dos, je te gratte le dos, je te rends des services, je te place à tel endroit, je te demande comment pénétrer le réseau politico-financier économique en France. C'est ce qu'il fait, on va le voir, avec un certain nombre d'intermédiaires. Et pourquoi l'appartement de Paris ? Alors, très intéressant, parce que cet appartement de Paris, d'abord, il est géré par un majordome brésilien qui a été naturalisé français, qui va travailler, qui est l'homme d'Epstein à Paris, qui s'appelle Waldson, et qui, finalement, va être la dernière personne à le voir avant son arrestation, puisqu'il l'amène au Bourget, où le jet privé de Jeffrey Epstein l'attend. Donc déjà, la première chose incroyable, c'est que quand Jeffrey Epstein est arrêté en 2019 à New York, il arrive de France. Déjà, bon. Et ensuite, il y a cet appartement. Donc je disais, depuis 20 ans, début des années 2000, Epstein a acheté cet appartement avenue Foch, très bel appartement, plusieurs pièces, une salle de gym, des rideaux avec des tentures, une très belle vue également sur l'avenue Foch. Donc, bref, il a acheté cet appartement parce qu'il voulait, à travers la France, trouver un point d'appui pour attirer chez lui, du point de vue financier, on rappelle, on verra qu'avec Epstein, la finance et le plaisir sont en général liés et permettent de faire chanter les gens ou de les utiliser, pour attirer chez lui les gens des pays du Golfe, qui ne sont pas très loin. Quand on est dans ce périmètre, on sait que beaucoup de Saoudiens, beaucoup de Qataris vivent ou vont souvent dans les hôtels des avenues autour de l'avenue Foch, pas très loin des Champs-Élysées, le Crillon, etc. etc. Ces gens-là sont très proches. Donc Epstein pouvait les recevoir chez lui, pouvait recevoir aussi des oligarques russes, tout un tas de personnes, et ça lui permettait justement de s'ouvrir une fenêtre sur l'Europe et sur le Moyen-Orient, et éventuellement sur la Russie et tout l'Est en fait. Et donc ça, c'était l'objectif. Ensuite, Epstein va utiliser cet appartement pour faire lui-même des compromates, c'est-à-dire cette vieille technique russe, même si le rôle des Russes
dans cette histoire a été évoqué, mais bon, certaines prostituées étaient d'origine russe, les Russes auraient bénéficié, bon, les Israéliens ont bénéficié aussi, les Américains aussi. En fait, on se rend compte que beaucoup de services de renseignement étaient autour de Jeffrey Epstein, beaucoup d'Israéliens hein, surtout. Et bon, peut-être y a-t-il une connexion russe, on va le découvrir, mais pour le moment, c'est un peu prématuré. Mais la technique du compromat, c'est tout simplement de prendre des photos de quelqu'un dans des positions ou avec des fréquentations un petit peu, carrément douteuses. Et une personne en particulier, à travers les documents qui viennent d'être révélés ou rendus publics par le ministère de la Justice américain, c'est Lord Peter Mandelson, qui est un homme politique travailliste britannique extrêmement connu, qui pendant 6 mois l'année dernière a été l'ambassadeur britannique à Washington, nommé par Keir Starmer, et donc qui aujourd'hui, donc les révélations montrent que au sein même de l'appartement parisien, on voit une photo où Lord Mandelson est en slip, avec une personne visiblement assez jeune qui est en peignoir, dont le visage est flouté. Voilà, il est au milieu, en slip, dans l'appartement d'Epstein. Alors, c'est pas tout. Ce que révèlent aussi ces fichiers, c'est que Epstein a fait pression sur Lord Mandelson pour obtenir, par exemple, pour faire pression sur le gouvernement britannique, à l'époque où il était dans le gouvernement de Gordon Brown, et a reçu même des emails adressés au Premier ministre. C'est-à-dire des emails, donc, Lord Mandelson a donné à Jeffrey Epstein. Donc là, on est dans un degré de corruption on va dire, l'appareil politico-financier britannique extrême. Pression sur le ministre de l'économie britannique, orchestré par Epstein. Donc Epstein utilise cet appart, on va dire, comme une sorte de base arrière, comme une tanière dans laquelle il va recevoir tout un tas d'individus, soit pour des affaires, soit pour du plaisir, soit pour les deux. Régis, quelles sont les personnalités françaises qui vous ont marqué ? Alors, très intéressant. Alors, tout ça, évidemment, ça va se faire par une personne en particulier. La connexion avec les élites françaises va commencer grâce à une personne dont j'ai oublié le nom, mais qui, dans les fichiers, apparaît sous le nom de Sultan. Sultan, c'est un homme d'affaires émirati qui va faire pression pour essayer de mettre en relation Jeffrey Epstein d'abord avec Bruno Le Maire, à l'époque où celui-ci était ministre de l'économie du gouvernement de François Hollande. Finalement, la relation va se faire à New York, la rencontre va se faire à New York. Alors, elle est orchestrée à New York par un ex-conseiller de Nicolas Sarkozy qui s'appelle Olivier Colomb, qu'on va revoir beaucoup et qui est très proche d'Epstein. Là, on découvre la réalité, la teneur de leurs échanges. C'est quand même très, très troublant. Bref, c'est Olivier Colomb qui convainc Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie, de se rendre à une réunion dans un appartement à New York. Cet appartement, Bruno Le Maire ne sait pas que c'est l'appartement d'Epstein. Parce que Epstein a 3 appartements. Et une île. La fameuse île sordide sur laquelle on reviendra peut-être. Il a un appartement à Palm Beach, en Floride, il a un appartement à New York, et il a son appartement à Paris. Et donc l'appartement de New York est assez important aussi pour lui. Donc là, il reçoit en fait le piège, ou pas le piège, parce que Bruno Le Maire est invité, il n'est pas seul. Il y a des financiers qui sont là, des hommes d'affaires, bon. Et puis, apparemment, en voyant Epstein présent, Bruno Le Maire a assez rapidement ajourné la réunion et est parti. Quel a été le contenu ou la teneur des échanges de cette réunion ? Nul ne le sait à ce jour. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que Bruno Le Maire est compromis avec Jeffrey Epstein. C'est faux. Bruno Le Maire a été, on va dire, introduit à Jeffrey Epstein à New York par le biais d'intermédiaires, sur proposition de Jeffrey Epstein lui-même. Hein. C'est lui qui veut devenir copain avec ceux qui dirigent, en fait. Ce dont on se rend compte, d'ailleurs, c'est qu'il cherche à chaque fois à s'introduire au plus près
des sources du pouvoir. Deuxième exemple, toujours Olivier Colomb, qu'on retrouve qui à l'époque est à l'Élysée, très proche déjà d'Epstein, et Epstein lui demande, lui envoie dans un email, je suis invité à dîner à l'Élysée. Il me faut une personne avec moi. Trouve-moi une fille pour aller avec moi à l'Élysée. Et là, Olivier Colomb, tout ça est donc dans les emails, lui propose une fille. Il y a même un copier-coller du email qu'il fait à la fille pour lui dire, tu sais, j'ai un copain, Jeffrey Epstein, tu vas voir, tu l'accompagnes, en tout bien, tout honneur, rien du tout, il pourra te rendre des services, tu verras, il est super sympa, parce que Epstein est quelqu'un d'extrêmement séduisant. Jacques Lang, dont on va parler, le qualifie de charmant. C'est vrai qu'une bonne partie des personnes le trouvent qu'il a un charme, trouvent qu'il a un charisme, et effectivement, comme c'est quelqu'un de puissant, et qu'il est introduit dans tous les cercles, il intéresse, voilà. Et c'est ce qui peut expliquer justement cette façon qu'il a, justement, de jouer toujours sur l'ambition personnelle de faire de l'argent, parce que c'est la base, et puis ces perversions qu'il arrive à mêler intimement, quitte à y faire participer un certain nombre de puissants. Je citais de Peter Mandelson, mais évidemment, il y a le prince Andrew, qui apparaît, pour le coup, dans l'appartement de New York, dans 4 ou 5 photos, avec clairement, les filles ont le visage fait, clairement, c'est des gamines, on le voit bien. Et donc là, il y a un vrai problème, mais il y a aussi un problème que Keir Starmer a avec Mandelson. Il a nommé ce type, l'année dernière, ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis quand même, dans une période quand même un peu compliquée. Bref, ce dont on se rend compte, c'est que voilà, il utilise cette méthode et il va essayer donc on va dire, il n'est pas en contact avec Sarkozy. Sarkozy est cité quelquefois, mais Olivier Colomb, voilà, lui fournit, voilà. Autre exemple, Emmanuel Macron. Là, on revient sur le fameux sultan, le fameux homme d'affaires émirati, qui explique à Epstein qu'il a assisté à un dîner, un déjeuner à l'Élysée, et que Emmanuel Macron, qui est à l'époque, je crois, ministre de l'économie de François Hollande, c'est à ce moment-là que ça se fait, explique qu'il y a des affaires à faire en France, et là, Epstein est intéressé. On n'a pas toute l'histoire, mais on a certains emails où Epstein explique que Macron est très ambitieux, il veut devenir le maître de l'Europe, qu'il le conseille, il raconte qu'il le conseille. Alors il y aurait un email où Emmanuel Macron répond à Epstein, je dis bien il aurait, tout ça est à mettre au conditionnel et à fact-checker, parce que là, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Mais en tout cas, voilà, pour Epstein, c'est lui qui conseille Emmanuel Macron. Complètement incroyable. Bon. Ensuite, il y a le volet Marine Le Pen, Louis Alliot, qui apparaissent. Alors, eux, je vais dire, c'est à leur corps défendant, pas entièrement, enfin si, entièrement, ils n'ont pas de contact direct avec Epstein. Ce qui se passe, c'est que Epstein est proche de Steve Bannon. Alors, est-ce qu'ils se sont rencontrés avec Donald Trump, On sait que Donald Trump a fréquenté Epstein au moins jusqu'en 2003, et après, ils se sont séparés. Trump, dit-il, ayant eu vent de ses activités et ayant chassé Epstein de sa vie. Alors qu'avant, ils étaient très proches, au point que Melania il a connu Epstein avant Donald Trump. Tout ça, c'était un réseau. C'est dans le cadre de ces mondanités new-yorkaises que Melania a été présentée à Donald Trump. Melania, cadeau pour Donald Trump, c'est ce qui a été dit. Rien n'est certain, il faut là aussi se méfier. Mais bref, il y a eu proximité entre les deux hommes. Photo de Donald Trump avec effectivement des gamines autour de lui. Mais aucune de ces photos ne le montre comme le prince Andrew ou en slip comme Lord Mandelson. Donc, ce qui se passe, c'est que pour revenir sur Marine Le Pen et Louis Alliot, c'est que Epstein s'intéresse à tous les mouvements en France, en particulier au Rassemblement national, parce que le Rassemblement national a le vent en poupe, c'est le parti qui monte, et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un email qui est envoyé
à Epstein sur la tenue d'un meeting avec Steve Bannon à Londres, qui regroupe donc Bannon, Alliot, qui est envoyé par le RN, parce que le RN est financé à l'époque par des banques russes et souhaiterait diversifier, avoir d'autres banques à l'international. L'opportunité est là avec Trump, et donc c'est Steve Bannon qui sert d'intermédiaire à l'époque. Vous savez, il y a eu plusieurs meetings où Bannon est venu en Europe, et donc c'est de cette façon-là que le RN finalement se retrouve, et Marine Le Pen se retrouve, et Louis Alliot dans les files, les dossiers Epstein. Le RN, d'ailleurs, enfin, on peut s'étonner que Bannon raconte ça à Epstein. Enfin, là aussi, est-ce que cette proximité, encore une fois, est-elle liée avec Donald Trump? S'est-elle tissée avant? On ne sait pas. Régis, le cas le plus édifiant, c'est celui de Jack Lang, qui nie avoir eu connaissance des pratiques d'Epstein. Est-ce que ça vous paraît crédible? Oui, écoutez, là, je pense que ceux qui nous écoutent ont déjà regardé beaucoup de choses sur cette histoire. La version telle qu'elle est développée par Jack Lang ne tient pas la route pour une simple raison, c'est qu'elle est elle-même en contradiction avec les propos de sa fille Caroline, qui est encore plus impliquée. Jack Lang apparaît 680 fois dans les dossiers Epstein, sa fille apparaît 2000 fois. Alors, vous me direz, c'est normal. En 2016, elle a créé une société offshore qui s'appelle Brittany LLC aux îles Vierges américaines avec Epstein dans le but d'acheter de l'art. Le package est chiffré par Mediapart à 1,4 million d'euros à l'époque. La fille de Jack Lang est aussi sur le testament de Jeffrey Epstein, qui lui lègue 5 millions d'euros, testament écrit 2 jours avant sa mort. Elle n'a rien touché, elle prétend n'avoir rien touché. Mais attendez, Régis, comment la fille de Jack Lang se retrouve dans le testament d'Epstein? À cause de la proximité des deux familles. Epstein dit dans un de ses emails qu'il fait partie de la famille quand il parle des langues. Jack Lang a eu Epstein a dîné ou a déjeuné chez les Lang dans leur appartement parisien juste avant son arrestation en 2019 à New York, donc dans son dernier séjour à Paris. Et il y a eu l'affaire du Riad aussi, mise en vente à Marrakech. Bref, on voit une collusion, et la collusion prend une tournure carrément gênante à la lecture des emails, quand on se rend compte que Epstein commence à commenter un texte écrit par, alors là on est en 2013, par Jack Lang, qui vient d'accéder à la présidence de l'Institut du monde arabe, et qui écrit un texte qui s'appelle « Le Petit Prince », sur l'éducation des enfants. L'éducation du Petit Prince et de tous les enfants. Je crois que c'est ça l'intitulé. Donc il propose des choses pour l'épanouissement, comment l'enfant gagne de la force physique et de la beauté. Par moments, on croirait du Matzneff. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Epstein décrit, faut-il les introduire à la religion, aux nouvelles sexualités, etc., etc. Donc il y a une sorte d'échange autour de ce texte, c'est quand même profondément ambigu. Pour quelqu'un que finalement Jack Lang décrit comme effectivement charmant, mais dont il n'avait pas vu le caractère pédophile ni les horreurs qui sont révélées aujourd'hui au grand jour, il y a de quoi douter, d'autant que ces condamnations sont connues. Epstein a été déjà condamné en 2006, fiché au fichier des délinquants sexuels en 2008. Caroline Lang s'en rappelle, elle le sait, que ça a été un prédateur sexuel, elle le confronte là-dessus, il lui dit « oui, j'ai agi de cette façon, j'ai payé ma dette à la société », et Caroline Lang dit « je l'ai cru ».
Voilà. Donc, il y a un décalage entre le témoignage de la fille et le témoignage du père. Et la version de Jack Lang ne tient absolument pas la route. On est finalement une digue qui pose problème, enfin un axe de défense qui pose problème, qui est de dire je n'ai pas eu connaissance du Epstein délinquant sexuel, voilà, pédophile. Régis, peut-on reconnaître et saluer le travail remarquable de fact-checking effectué par des particuliers, mais aussi certains journalistes sur l'affaire Epstein? Il y avait des interviews de Jack Lang qui ont été faites par RTL, par BFM, où Apolline de Malherbe a confronté vraiment l'ancien ministre. Des choses ont été faites, mais si vous voulez, moi je prends un simple exemple. Nous sommes jeudi, hier matin, dans ma voiture, j'allume France Info, nous sommes entre 7h30 et 8h, j'écoute France Info pendant plus de 30 minutes, j'ai le droit à 2 bulletins d'information, pas une mention d'Epstein, pas une mention, le mot Epstein n'est même pas prononcé sur la radio d'actualité du service public France Info. Ça en dit quand même long. Il semblerait que justement ce soit ce travail qui a été fait par plein d'acteurs comme ça sur les réseaux. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on va vraiment contrôler ces réseaux pour qu'il n'y ait plus d'espace justement pour pousser et est-ce que finalement les médias dits mainstream vont peut-être penser se mettre au diapason et se dire attention, là il y a quand même quelque chose à révéler. C'est des questions qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. Et en tout cas, oui, saluons le travail qui a été fait par des journalistes. Ma consoeur Laurence Saïm, qui a beaucoup travaillé, je la salue au passage, qui a beaucoup travaillé sur l'affaire Epstein, est montée au créneau. Aux États-Unis, Tucker Carlson, tout le monde y est allé, toutes les chaînes y sont allées. Bill Gates, Melinda Gates, accusés aussi dans ces dossiers, ont pris la parole. Il y a eu des mea culpa, tout le linge sale est en train d'être lavé. La filière française, on trouve que c'est encore très très timoré, avec des réflexes de protection et un public qui est imparfaitement informé de ces histoires, mais qui aujourd'hui peut trouver ça évidemment sur le site du ministère de la Justice américain. Régis, dernière question, et pardonnez-moi ma naïveté. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que le département de la justice américaine a décidé de sortir ces fichiers extrêmement compromettants pour nos élites maintenant? Alors il y a plusieurs théories là-dessus. Donald Trump n'est pas en grande forme au vu avec cette information-là. D'ailleurs, il s'est exprimé hier en disant c'est pour ça que je voulais pas les sortir et je préférerais qu'on passe à autre chose parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui méritent un intérêt plutôt que de revenir sur le passé. Bon. On sait que Donald Trump, quand même, apparaît avec Epstein, qu'il y a des petites filles autour, que c'est pas... Même si, lui, sa ligne de défense, elle est claire, je ne suis jamais allé sur l'île, dans les îles Vierges, avec Jeffrey Epstein, je n'y suis jamais allé. Ça c'est la ligne de défense de Trump, et aucune des photos ne l'accable, à moins que la présidence ait pu mettre la main sur certains documents, j'en sais rien. Vous savez, beaucoup d'avocats aussi qui ont agi pour que les noms de leurs clients soient retirés, d'ailleurs, parfois c'est fait imparfaitement parce qu'on devine qui est le client certaines fois, mais globalement il y a eu toute une masse d'avocats comme ça qui ont agi pour que certaines parties de ces dossiers, de ces fichiers soient cachés au public, mais globalement ça donne une sorte d'idée, d'image des élites mondiales qui se serrent les coudes, qui se livrent à des pratiques sordides, dont finalement les interactions foulent tout principe de démocratie. Bref, c'est une image extrêmement dégradée. Et là, on peut se poser la question si ça ne sert pas
le gouvernement Trump, dans le sens que montrer que finalement 80% de ceux qui sont concernés, ce sont les ennemis de Trump là-dedans. Il y a quelques conservateurs, mais en général, c'est la gauche américaine, démocrate, Bill Clinton en tête, Bill Gates, Superman de l'humanité. Tout ça, finalement, permet à Trump de dire vous n'avez pas J.D. Vance dans les... Il y a quand même Elon Musk. Oui, Elon Musk, mais Elon Musk, c'est intéressant parce que Elon Musk... justement, Epstein essaye de l'attirer encore plus, et lui, il dit, en dehors de Starlink et de X, et le week-end, je vais chez moi, donc je fais pas autre chose, quoi. Et Musk a répondu très très tôt sur les fichiers. Dès que les fichiers ont été, dès que la partie, lui, avec l'intelligence artificielle, il a dû voir tout ce qui le concernait direct, et il a pris la parole tout de suite, ce qui n'a pas été le cas de Mandelson ou de gens comme ça. Ou des Gates, où là, vraiment, on a des choses absolument sordides, hein, des histoires de MST transmises par des prostituées russes, comment le pauvre Bill Gates, je le dis encore, sauveur de l'humanité, grand mécène devant l'Éternel, qui là explique qu'il va administrer à sa femme, sans qu'elle le sache, un médicament pour pas qu'elle attrape une MST. On est quand même dans on est dans la raclure là, on est au fond du bidet, hein. Et donc ça, alors pourquoi ça sert Donald Trump ? Parce que les élites corrompues, les élites européennes que Donald Trump déteste, sont très impliquées dans l'affaire Epstein. Epstein a cette connexion internationale et finalement. Voilà, on peut se demander si la justice, qui est très intéressant aussi, en allant plus loin, le ministère de la Justice sort ces infos, elle force ceux qui sont concernés, type Jack Lang par exemple, à bâtir une ligne de défense, à proposer on va dire un axe de défense, enfin à se défendre eux-mêmes. Il reste encore 2,5 millions d'archives d'Epstein qui n'ont pas encore été sorties. Est-ce que finalement le ministère de la Justice américain ne va pas sortir ces 2 millions pour dire ben non, regardez, et ça va être le clou. Vous avez utilisé cet axe de défense, ben non, regardez ce que disent les nouvelles archives sorties, vous êtes compromis et vous avez menti. Voilà. C'est une possibilité. Régis, j'ajoute juste un petit élément pour Elon Musk. Il a écrit en novembre 2012 à Jeffrey Epstein en lui demandant combien de personnes seront à bord de l'hélicoptère pour se rendre sur cette île, cette fameuse île. Probablement juste Tallulah et moi, quel jour, soirée aura lieu la fête la plus folle sur ton île. Alors, voilà. Bon, bah, lui prétend ne n'y avoir jamais été. Voilà, bon, ça c'est... Non, mais c'est infini. Cette histoire Epstein est infinie. Je conseille d'ailleurs de regarder la série, la série documentaire sur Epstein sur Netflix, qui est absolument incroyable. Je l'ai moi-même revisionné hier sur la façon dont, dès le début, ça se passe à Palm Beach. Il attire, c'est sordide, des femmes pauvres qui ont des problèmes, dont les mères sont addictes, etc., chez lui, leur propose de l'argent, les moleste, mais en même temps leur fait croire qu'elles font partie de la famille, et leur propose de ramener des copines à elle. Et vous avez une masseuse qui avoue avoir ramené à Jeffrey Epstein 40 filles. Avec Ghislaine Maxwell qui est déjà là et qui orchestre. Et ce qui est incroyable dans ce documentaire, c'est qu'on comprend dès le début, donc il achète évidemment le silence de ses filles, il leur propose de relever leur niveau de vie, passer dans une catégorie supérieure, il les amène avec elle en voyage, bref, leur vie change, en échange d'être esclaves, on a le droit à un monde auquel c'était inimaginable pour ces filles d'aller. En parallèle, Epstein achète tous les policiers du comté, il achète le juge, il achète... Et il y a 2-3 policiers courageux qui vont perquisitionner chez lui, mais ces policiers eux-mêmes, quand ils sont un peu trop regardants et un peu trop, désireux de poursuivre l'enquête, eh bien, leur famille est menacée,
on les suit dans la rue, etc., etc. Et c'est au moment où ce n'est plus la police du comté de Palm Beach qui a l'affaire, mais que l'affaire est prise par le FBI, que là, ça renforce, voilà, que là, à ce moment-là, le cas Epstein, et Epstein va effectivement être condamné à un minimum, mais il va être condamné. Voilà, il va y avoir un procès, il va passer devant le juge, etc. Donc, mais sinon, il est évident que l'affaire aurait été totalement enterrée. Et toute sa vie, en fait, quand on se rend compte, toute sa vie, Jeffrey Epstein a acheté les gens, s'est créé du réseau, et finalement a gagné et a gouverné grâce à son argent. Merci Régis. Merci Aïcha.